Personne ne le remarquait vraiment. Juste un homme discret, grand, vêtu de noir, s'approchant lentement d'un cortège funéraire. Il gardait la tête baissée, ses lunettes noires dissimulant un regard chargé. C'était Omar Sy, mais ce jour-là, il n'était pas l'acteur, il n'était pas la célébrité. Il n'était qu'un homme, figé devant un cercueil dont le nom allait tout bouleverser. Tout avait commencé 3 jours plus tôt, dans un quartier populaire de Montreuil. Omar passait en voiture après une visite dans une école pour un projet éducatif, quand il avait vu quelque chose de troublant, un attroupement silencieux, des fleurs fanées sur le trottoir et une affiche scotchée sur un lampadaire. Veillez pour Idriss, 15 ans, le prénom résonna. Idriss. Il demanda à son chauffeur de s'arrêter. Il sortit, s'approcha de l'affiche. Ce n'était pas possible. Pas ce garçon, pas lui. Idriss. Ce gamin qu'il avait rencontré 2 ans plus tôt dans une maison de quartier de Sévran, lors d'un atelier improvisé. Le gamin turbulent, insolent, mais au regard lumineux. Omar se souvenait encore du jour où il l'avait vu déchirer une feuille en criant. De toute façon, ça sert à rien d'écrire, personne nous lit. Et Omar, sans dire un mot, s'était assis à côté de lui. Il avait pris un stylo et écrit une phrase simple. Si tu n'écris pas, qui racontera ce que tu vis? Idriss avait levé les yeux, et ce jour-là, il avait écrit son premier texte. Une page, brute, vrai. Depuis, ils avaient vu garder contact de loin. Omar envoyait parfois des livres ou de simples lettres, signées Ton grand frère de plume. Rien d'extravagant, mais Idriss écrivait, et apparemment, il écrivait bien, jusqu'à ce jour. Omar demanda aux jeunes du quartier ce qu'il s'était passé. Les regards se baissèrent. On parle de malaise, de solitude, d'un geste soudain. Une overdose, dit quelqu'un. Un suicide, murmura un autre. Mais personne ne semblait savoir avec certitude. Ce soir-là, Omar rentra chez lui avec une boule dans la gorge. Il ouvrit un vieux dossier dans son ordinateur et retrouva une lettre qu'Idriss lui avait envoyée 1 an plus tôt. Une phrase le frappa. Si un jour je disparais, promets-moi que tu raconteras. Pas pour moi, pour ceux qui restent. 3 jours plus tard, Omar se rendit à l'église où avait lieu la cérémonie. Il n'avait prévenu personne, pas même la famille. Il voulait juste être là. Mais au moment où il entra, son cœur s'arrêta. Sur le cercueil, une photo. Idriss, sourire éclatant, capuche sur la tête, et juste en dessous un nom de famille. Si, il relut 3 fois. Si, ce n'était pas une coïncidence, c'était le même nom, son nom. Il sentit son souffle se couper. Il s'approcha d'un des jeunes du quartier, assis au fond de l'église. « C'était qui, Idriss, pour toi » demanda-t-il. « Son père l'a jamais reconnu, » répondit le garçon, mais il disait toujours que c'était le fils d'un grand qu'il verrait jamais. Omar sentit le sol vaciller. Un vieil homme, vêtu d'un costume élimé, s'approcha doucement. « Vous êtes Omar Sy, n'est-ce pas » murmura-t-il. « J'étais l'éducateur d'Idriss. Il vous admirait. Il disait que vous étiez son modèle. Il écrivait sur vous. » Il tendit une enveloppe, froissée, abîmée. Il m'a demandé de vous remettre ça s'il lui arrivait quelque chose. Omar prit l'enveloppe, les mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Pas très longue, mais chaque mot semblait peser une tonne. Je sais pas si tu liras ça, mais si tu le lis, c'est que je suis parti. Je voulais juste dire merci. Tu m'as donné une voix quand j'avais plus de souffle. T'étais peut-être pas mon père, mais t'étais le seul à me voir. Et ça, c'est plus que du sang. Si un jour t'as le temps, raconte-moi. Fais pas comme les autres. Les larmes coulèrent sur les joues d'Omar, pas discrètement, pas en silence. Il les laissa tomber, devant tout le monde, devant l'église pleine, devant ce cercueil qui portait son propre nom. Et à ce moment-là, il sut ce qu'il devait faire. Ce ne serait pas juste un hommage, pas un post Instagram, pas un simple souvenir. Non, c'était le début d'une promesse. Le lendemain matin, Omar Sy était assis seul dans sa cuisine, une tasse de café froid entre les mains. Le soleil se levait timidement derrière les rideaux, mais lui, il n'avait pas dormi. L'enveloppe d'Idriss était posée devant lui, froissée, comme un appel qui refusait de se taire. Il relut la lettre une 3e fois, puis une 4e, et à chaque lecture, les mots devenaient plus lourds, plus brûlants. Tu m'as donné une voix quand j'avais plus de souffle. Omar ferma les yeux.
Il se revoyait dans ce centre social à Sévran, ce jour où Idriss avait lâché ses premiers mots. Pas par la bouche, par le stylo. Il savait ce qu'il devait faire, mais il ne savait pas par où commencer. Raconter l'histoire d'Idriss? À qui? Comment? Un film? Un livre? Un témoignage? Il avait l'impression que chaque idée était trop petite, trop lisse pour contenir la brutalité de ce qu'il avait ressenti. Alors il sortit. Il mit sa capuche, prend la voiture, et retourna à Sévran. Le centre social était toujours là, même façade grise, même graffiti effacé à moitié. Il entra sans prévenir. À l'intérieur, tout semblait figé. Quelques enfants jouaient dans un coin, des éducateurs parlaient mat-bas. Un homme releva les yeux. Il le reconnut immédiatement. Omar, tu reviens? C'est rare de les voir deux fois. C'était Samir, l'animateur principal. Il s'était mis croisé la première fois, brièvement. Je suis là pour Idriss, dit Omar. Le sourire de Samir s'éteignit. Tu l'as appris? C'était un choc pour tout le monde ici. Il écrivait beaucoup ces derniers mois. Il voulait monter un petit journal avec les autres, mais personne n'avait vraiment le temps. Tu sais comment c'est? Omar acquiesça. Tu crois qu'on peut récupérer ces textes? Demanda-t-il. Pas pour publier, juste pour le comprendre. Samir hocha la tête, puis disparut dans une pièce du fond. Il revint avec une boîte à chaussures. Dessus, écrit au feutre noir. Idriss, perso, pas touché. C'est tout ce qu'on a trouvé après. Enfin, après ce qui s'est passé. Omar ouvrit la boîte avec lenteur. Dedans, des feuilles volantes, des carnets abîmés, des enveloppes jamais envoyées. Il en tira un au hasard. Dessus, un titre en lettres capitales. Un jour, je parlerai. Il lut. Ils veulent qu'on reste silencieux, qu'on ne dise rien. Même quand ils nous regardent, comme si on valait moins que leurs chiens. Mais moi, j'ai vu Omar Sy. Et il m'a dit que j'avais le droit de crier. Alors j'écris. Jusqu'à ce que mes mots fassent plus de bruit que leurs insultes. Omar posa la feuille. Il n'arrivait plus à respirer. Le jour même, il appela Fatima, son amie de toujours, celle avec qui il avait fondé un micro-projet éducatif il y a des années. Elle vivait à Lyon désormais, mais sa voix restait la même, calme, droite. « Tu te souviens d'Idriss » demanda-t-il. « Le petit de Sevran ?»« Bien sûr. Pourquoi ?»« Il était mort, Fatima. Et je viens de lire ses textes. C'est pas juste un ado. C'était un poète enragé. Un silence. Puis Fatima reprit. « Tu vas faire quelque chose, n'est-ce pas ?»« Oui, je vais raconter. Mais pas tout seul. Je veux que d'autres jeunes parlent aussi, qu'ils prennent la parole, qu'ils sortent de l'ombre. » Fatima inspira profondément. « Alors appelle-le les voix invisibles. C'est ce que vous êtes pour eux, un haut-parleur. » Le projet naquit ce soir-là, dans un salon trop silencieux. Omar contacta des éducateurs, des artistes, des amis. Il demanda à des jeunes de lui envoyer leurs écrits, sans filtre, sans censure. Il ne voulait pas un produit culturel. Il voulait une claque, une vérité brute. 3 jours plus tard, il était de retour au centre. Une dizaine de jeunes l'attendaient. Garçons, filles, tous entre 13 et 18 ans. Ils l'observaient en silence. Certains le connaissaient, d'autres pas. Il leva la main maladroitement. « Je suis pas là pour faire un show. Je suis là parce que j'ai perdu un frère. Et que je veux pas que vous disparaissiez comme lui, dans le silence. » Un garçon au fond murmura. « Idriss, c'était mon pote. Il écrivait tous les soirs. Il disait qu'il allait devenir célèbre. » Omar sourit tristement. « Il le sera, mais pas tout seul. Avec vous. » Ils passèrent des heures à lire, à partager, à pleurer parfois. Certains écrivaient sur la violence, d'autres sur l'amour, d'autres encore sur la peur de grandir dans un monde qui ne les regarde pas. Un soir, une fille nommée Amel donna un texte à Omar. 3 lignes seulement. « On m'a jamais dit que j'avais une voix. Alors j'ai appris à chuchoter. Mais Idriss criait pour nous deux. » Omar sut qu'il tenait quelque chose. La salle municipale de Sévran, prêtée pour une seule soirée, était baignée d'une lumière blanche et froide. Pas de projecteur, pas de tapis rouge. Juste des chaises dépareillées, un vieux vidéoprojecteur prêté par un lycée voisin et une banderole faite à la main. Les voix invisibles. Soirée lecture. Omar arrangeait les derniers câbles quand une main se posa sur son épaule. C'était Samir. Ils arrivent, une trentaine de jeunes, et des journalistes. Omar leva les yeux, surpris. Des journalistes? Qui les a prévenus? Pas nous.
Une éducatrice a posté un extrait d'Amel sur Insta, c'est devenu viral. Omar sourit, nerveux. Les premiers jeunes entrèrent, certains intimidés, d'autres surexcités. Parmi eux, Amel, les cheveux attachés en chignon serré, le regard noir, tenant un carnet comme une arme. Elle refusa de s'asseoir au premier rang. « Je reste au fond, dit-elle. J'ai écrit, pas pour jouer au théâtre. » Omar respecta. Il avait compris que pour eux parler était déjà une guerre. Il leur avait juste promis une chose, ici on les écouterait. La soirée commença. Pas de discours, juste des voix. Une à une, les jeunes prirent le micro. Chaque lecture était une détonation, une colère rentrée, une tendresse cachée, une vérité nue. Amel lut finalement son texte, la voix tremblante. Ils veulent du silence, mais on leur donnera nos poèmes, et dans chaque mot, un cri qu'ils ne sauront pas censurer. Dans le public, un silence religieux, puis des applaudissements, pas hystériques, mais profonds, lents, sincères. Après la soirée, un journaliste de Libération s'approcha d'Omar. C'était puissant. Vous allez continuer ? Oui, on ne peut plus reculer maintenant. Et si on faisait un portrait ? Un article sur le projet Les Jeunes ? Omar hésita. Il regarda Amel, assise contre un mur, en train de dessiner dans son carnet. Un article, d'accord, mais ce sont eux les héros. Pas moi. Le lendemain, l'article parut. Ils écrivent pour ne pas hurler. Le titre, simple et poignant, se répandit comme une traînée de poudre. En 48 heures, Omar reçut plus de 300 messages, des profs, des parents, des jeunes, tous avec le même refrain. Est-ce qu'on peut participer ? Et aussi, merci, on croyait être seul. Mais tout cela attira aussi un autre genre de regard. Une invitation officielle arriva, la mairie de Paris. Il proposait d'héberger une exposition temporaire à la médiathèque du 19e. Une mise en valeur des voix de la jeunesse des quartiers, disait le mail. Omar lut, relut. Quelque chose sonnait faux. Il appela Fatima. Ils veulent faire de nous un événement. Et alors ? C'est une chance. Ou un piège. J'ai pas envie qu'on devienne un hashtag politique. Alors impose tes conditions, dit Fatima calmement. Tu n'es plus acteur. Tu es auteur maintenant. Omar accepta, mais avec des règles. Pas de nom sans consentement, pas de logo politique, et une seule phrase en ouverture de l'expo. Ce qu'on ne dit pas. Ils préparèrent une vingtaine de textes, des dessins, des photos de cahiers abîmés, des enregistrements de voix tremblantes. Le tout était brut, aucun vernis. La veille de l'exposition, Amel demanda à Omar « Tu crois qu'ils vont comprendre ? Ou juste nous regarder comme des bêtes de foire ?»« On n'a pas besoin qu'ils comprennent, » dit Omar. « On a juste besoin qu'ils entendent. » L'inauguration fut sobre. Quelques élus, beaucoup de curieux, et des jeunes debout près de leurs textes, certains en silence, d'autres expliquant leur œuvre à voix basse. Omar observait de loin, jusqu'à ce qu'une femme l'aborde, élégante, professionnelle, une carte de visite à la main. « Je suis conseillère au ministère de la Culture. Ce que vous faites, c'est remarquable. On envisage un fonds pour soutenir les initiatives comme la vôtre. Est-ce qu'on peut discuter ?» Omar la remercia, prit la carte, mais ne répondit pas tout de suite. Le soir, dans le métro du retour, Amel s'assit à côté de lui. « T'as vu la meuf du ministère ? Tu vas dire oui ?» Omar soupira. « Je sais pas encore. » « Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'un truc vrai sort de la rue, il y a toujours un costume pour le mettre dans une boîte. Et je veux pas que la voix d'Idriss finisse encadrée entre deux sponsors. » Amel hocha la tête. Elle comprenait. « Alors on fait quoi ? On continue, à notre manière, et on crée quelque chose qu'ils ne pourront pas avaler. » Ce soir-là, Omar rentra chez lui. Il relut encore les textes d'Idriss. Puis, sur une feuille blanche, il écrivit « Chapitre suivant. L'école des invisibles. » Et il sut dans sa chair qu'il venait de franchir une frontière. Ce n'était plus un projet, c'était une nécessité. Le matin était gris, presque figé. Omar sortit du métro, le carnet sous le bras, les idées en ébullition. Il avait à peine dormi. L'école des invisibles. Ces mots ne le quittaient le plus. Ce n'était pas un slogan, c'était une urgence. Devant lui, le vieux bâtiment désaffecté de l'ancien collège Jean Massé. Fermé depuis 5 ans, il servait maintenant d'entrepôt municipal. Mais Omar y voyait autre chose, une ruine pleine de possibles. Il appela Samir. « On peut se voir à 15 heures ? J'ai besoin de tes yeux d'architecte. » L'après-midi, ils poussèrent la grille rouillée du bâtiment.
Des vitres cassées, des tags sur les murs, une odeur d'humidité. « Tu veux faire ça ici ?» demanda Samir, dubitatif. « Pas une école classique, un endroit où les gamins peuvent créer, écrire, comprendre qu'ils ont une voix. Tu sais que ça va coûter, mec, et qu'on va nous mettre des bâtons dans les roues. Alors on contourne. On ne demande pas la permission, on commence petit. » Samir sourit. Il connaissait ce regard. Omar ne lâcherait pas. Pendant les semaines suivantes, ils rassemblèrent une petite équipe, anciens profs, éducateurs, 2 artistes, une psychologue et surtout les jeunes eux-mêmes. Chacun proposait quelque chose, une idée d'atelier, un meuble récupéré, un nom à graver sur la porte d'une salle. Amel devint l'âme du projet. On fait une salle pour écrire, ok, mais pas des dissertations, des vérités, des trucs qu'on nous a jamais demandés. Et c'est comme ça que naquit la salle des murmures. Mais tout n'était pas aussi poétique. Un soir, alors qu'il nettoyait les couloirs, Omar reçut un appel. « Monsieur Si, ici la direction du service patrimoine. Vous n'avez aucune autorisation d'occupation. On vous demande de quitter les lieux sous 48 heures. » Le coup de massue. Omar raccrocha, les doigts tremblants. Il regarda les jeunes, penchés sur des seaux, riant malgré la crasse. Comment leur dire ? Il ne dit rien. Pas tout de suite. Le lendemain, il alla voir Fatima à Bordeaux. Elle avait toujours été sa boussole. « Tu veux que je fasse quoi, moi » cria-t-il presque. « Qu'on retourne dans un local en sous-sol ? Qu'on se contente de faire des ateliers comme des invités ? Tu veux construire un lieu, dit-elle calmement. Pas juste un projet. Alors il faut qu'il résiste, même à ça. Mais comment ? Raconte-leur la vérité. Et propose-leur un autre rêve. Le soir même, Omar réunit tout le monde dans l'ancien réfectoire. Ils veulent qu'on parte, dans 2 jours. Le silence fut brutal. Puis Amel leva la main. Ok, mais si on part pas les mains vides. Qu'est-ce que tu veux dire ? On laisse une trace, une dernière œuvre, qu'ils sachent qu'on a existé ici. Alors, pendant 48 heures, ils transformèrent des lémures. Graffitis, poèmes, collages, photos. Une fresque géante où chaque jeune laissa son empreinte. Pas un acte de colère, un acte de mémoire. Le dernier soir, ils accrochèrent une pancarte au portail. Ici, on a tenté d'apprendre à devenir visible. Puis ils partirent, sans bruit, mais pas sans feu. 2 jours plus tard, un article fit le buzz sur les réseaux. Des jeunes transforment un collège abandonné en école d'espoir avant d'être expulsés, accompagné de photos des fresques. Un hashtag naquit. Casse école des invisibles. Et quelque chose changea. Des enseignants proposèrent leur salle le week-end. Des mairies de banlieue appelèrent. Une ONG proposa un camion mobile transformable en salle de classe. Omar regardait tout cela comme on regarde une vague approcher, avec vertige. Mais le vrai tournant eut lieu un samedi matin. Omar reçut une lettre recommandée. Expéditeur, ministère de la Jeunesse. Contenu. Suite à vos actions, nous vous proposons une rencontre pour envisager un soutien au projet École des Invisibles. Omar resta figé. Ce n'était plus un combat local. C'était un début de reconnaissance. Il appela Amel. « On est invité à Paris, au ministère. » « C'est une blague ? » ?»« Non. Et tu viens avec moi. » Le jour du rendez-vous, ils prirent le train à l'aube. Amel, nerveuse, triturait son bracelet. « Et si c'est un piège ? Pour récupérer l'idée, la déformer ? » Alors, on leur montre qu'on a déjà commencé, et qu'on ne demande pas la permission de rêver. Ils entrèrent dans le bâtiment, accueillis par un conseiller, puis 2. Une salle de réunion vitrée, un PowerPoint sur un écran. Mais Omar coupa court. On n'a pas besoin de slides, on a besoin d'espace, de temps et de respect. C'est tout. Le conseiller écouta, hésita, puis dit « Il y a un appel à projets en cours. On pourrait vous intégrer, officiellement. » Amel intervint d'une voix posée. « Pas si ça efface nos voix. » Le conseiller sourit. « Vous ne serez pas effacé, vous serez entendu. » Quand ils ressortirent, Paris semblait différente. « Tu penses qu'ils vont vraiment faire quelque chose ? » demanda Amel. « Peut-être pas. Mais maintenant, ils savent qu'on existe. » L'automne avait recouvert Paris de feuilles mortes et de silence humide. Mais dans la cour de l'ancien lycée, Léon Blum, un nouveau son s'élevait, celui d'un marteau, d'une scie, et parfois d'un éclat de rire. Omar et Amel installaient leur premier vrai local, une aile inoccupée mise à disposition par la mairie du 18e arrondissement après la réunion au ministère.
C'est pas l'école de nos rêves, dit Amel en regardant les murs écaillés, mais c'est un début. Les rêves, ça commence toujours par des murs à repeindre, répondit Omar. Les enfants commencèrent à arriver. Certains venaient seuls, d'autres étaient envoyés par des éducateurs, des psychologues, parfois même par des parents désespérés. Il n'y avait pas de bureau d'inscription, juste un mot au tableau. Entrez, parlez, ou pas, créez. La salle des murmures avait été recréée. La salle des silences aussi. Il y avait un coin pour écrire, un autre pour enregistrer sa voix, un rideau pour ceux qui voulaient juste rester là, sans rien dire. Un petit garçon nommé Yanis s'assit pendant 3 jours sans parler. Puis un matin, il écrivit sur un post-it « J'ai pas les mots, mais j'écoute ». Mais tous n'étaient mais pas ravis de voir ce lieu émerger. Le directeur d'un centre culturel voisin, frustré de voir l'attention médiatique se porter sur l'école des invisibles, multiplia les plaintes. Ils ne sont pas qualifiés, pas encadrés. Ils attirent les enfants à problème, sans sécurité. Omar reçut une convocation de la mairie. Il y alla seul. La salle était froide. Autour de la table, 3 responsables, juridique, sécurité et éducation. Monsieur Si, commença l'un d'eux, on reconnaît la portée sociale de votre initiative, mais vous devez respecter un cadre, des normes, sinon... Sinon demanda Omar la voix calme. Sinon, on suspendra l'autorisation d'occupation. Le soir, Omar resta tard dans le local. Il observait les dessins accrochés, les mots griffonnés, les couleurs éclatées sur les murs bruts. Il sentit un vertige. Et si c'était fini avant d'avoir vraiment commencé? Amel entra sans bruit. J'ai entendu pour la mairie. Omar acquiesça. Je veux pas qu'ils soient encore déçus, murmura-t-il. Pas eux. Alors, on leur dit la vérité, et on invente autre chose. Le lendemain, ils réunirent les jeunes. On est peut-être obligé de fermer ce lieu, expliqua Omar, mais pas ce qu'on est. Un silence. Puis une main se leva, celle de Lina, une adolescente au regard noir. On ne peut pas construire un autre endroit, mais on peut raconter ce qui s'est passé ici, le montrer. Comment? Une vidéo? Un documentaire, tourné par nous, avec nos mots, nos silences, nos images. Le projet Ce qu'on n'a jamais dit était né. Pendant 3 semaines, les jeunes filmèrent leur quotidien. Ils interviewèrent Omar, Amel, eux-mêmes. Parfois, ils laissaient simplement tourner la caméra pendant qu'ils dessinaient ou se taisaient. Lina monta les images. Elle avait appris sur le tas, sur un vieux logiciel gratuit. Le résultat était brut, intense, vrai. Quand ils le montrèrent à Omar, il resta silencieux. « C'est pas un film, dit-il enfin, c'est une preuve. » Ils envoyèrent le documentaire à quelques contacts. Une semaine plus tard, une salle indépendante du 11e proposa de le projeter. Le soir de la projection, la file d'attente faisait le tour du pâté de maison. Des journalistes, des enseignants, des mères de famille, des étudiants. Et dans la salle, en rang 2, les jeunes. Leurs regards fixés sur l'écran, comme s'ils se voyaient pour la première fois. À la fin, standing ovation. Pas pour la technique, pour le courage. Le lendemain, Omar reçut un appel inattendu. « Bonjour, ici Élise Dubreuil, responsable inclusion et jeunesse à l'UNESCO. On a vu votre film, on aimerait vous rencontrer. » Omar crut à une blague, puis réalisa que ce n'était que la conséquence logique d'une vérité bien racontée. Le rendez-vous eut lieu 1 semaine plus tard. Cette fois, il y alla avec Amel, Lina et Yanis. Dans une salle lumineuse, Élise écouta. Elle ne parla presque pas. Elle prit des notes, puis dit simplement « Vous ne portez pas un projet, vous incarnez une idée. Et les idées, on ne peut pas les expulser. » Elle proposa une collaboration, un financement pilote pour ouvrir 3 nouveaux ateliers similaires dans d'autres villes. Amel serra la main d'Omar en sortant. On n'est plus seul, mais le combat n'était pas terminé. Le directeur du centre voisin lança une pétition exigeant la fermeture de l'atelier pour atteinte à la cohérence pédagogique territoriale. Les mots étaient choisis, l'intention claire. Omar fut convoqué une nouvelle fois. Cette fois, il vint avec le documentaire. Il le posa sur la table, clé USB à l'appui. « Avant de me juger, regardez ça. » Le responsable éducation haussa un sourcil. « Monsieur Si, ce n'est pas une évaluation pédagogique, c'est une évaluation humaine. » Ils regardèrent, 18 minutes. Quand l'écran devint noir, plus personne ne parla. Enfin, le responsable dit « On ne ferme rien, mais on exige un rapport tous les trimestres et un éducateur diplômé en référent. »
Marché conclu, dit Omar. Tant que vous ne nous demandez pas d'éteindre les voix. À la sortie, Lina s'approcha de lui. Tu crois que ça va durer? Non, répondit Omar. Je crois que ça va grandir. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, il dormit sans crayon à la main. Le projet n'était plus un rêve, c'était un commencement. L'hiver approchait. Dans les rues du 18e, les écharpes remplaçaient les t-shirts et les dessins de l'atelier devenaient plus sombres, plus profonds, plus vrais. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus un lieu de fragilité. C'était un noyau de résistance silencieuse. Omar, assis dans un coin de la salle principale, observait les jeunes. Certains écrivaient, d'autres regardaient simplement par la fenêtre. Lina tapait un mail sur l'ordinateur de l'atelier. Yanis dessinait en silence. Amel collait au mur un nouveau mot griffonné. Ici, ce qu'on ressent est plus important que ce qu'on sait dire. Un matin, une enveloppe arriva. Cachet officiel, logo de l'Élysée. Amel l'ouvrit à voix haute. Monsieur Sy, le président de la République vous invite à une réception en l'honneur des initiatives citoyennes exemplaires. Le 10 décembre, journée des droits de l'homme. Un silence, puis Lina lança. C'est pas trop notre style, non? Omar haussa les épaules. Ce n'est pas une récompense, c'est une vitrine. Et parfois, pour porter les voix qu'on n'entend pas, il faut accepter d'entrer là où elles ne pénètrent jamais. Ils décidèrent ensemble. L'équipe irait, mais pas pour serrer des mains, pour dire quelque chose. Yanis proposa une idée. Chacun écrirait une phrase sur une bande de tissu. Une phrase qu'ils n'avaient jamais osé dire. Ils en feraient une écharpe collective. Omar la porterait. Le 10 décembre, Omar entra dans le grand salon de l'Élysée avec cette écharpe nouée autour du cou. En lettres noires sur fond blanc, on pouvait lire « Je dessine ce que je n'ai pas encore appris à dire ». Le discours du président commença, long, formel, plein de mots de choisis. Puis vint le moment des remises de distinction. Quand le nom d'Omar fut prononcé, il monta sur scène avec lenteur. Pas par timidité, par gravité. « Merci, dit-il simplement. Mais je ne suis pas venu chercher une médaille, je suis venu lire un mot. » Il sortit un petit papier de sa poche. Le silence dans la salle devint total. C'est une phrase de Yanis, 11 ans. Quand j'ai dit que je voulais mourir, personne ne m'a entendu. Quand j'ai dessiné un arbre sans feuilles, on a vu que j'étais vivant. Il releva les yeux. Sa voix ne tremblait pas. Ce qu'on a construit, ce n'est pas un projet. C'est une porte ouverte vers ceux qui ne parlent pas la langue des adultes, des institutions, de la politique, un silence chargé d'émotions, puis des applaudissements. Vrais, lents, un par un. Le lendemain, les réseaux sociaux s'enflammèrent. L'écharpe des invisibles devint un symbole. Des écoles demandèrent des ateliers similaires, des municipalités contactèrent Amel. Et surtout, des centaines de jeunes écrivirent. Moi aussi j'ai une phrase. Moi aussi, je veux un mur pour mon silence. Moi aussi, je veux dessiner ma douleur. Omar n'avait plus besoin de convaincre. Le monde commençait à écouter. Mais un événement inattendu vint tout bouleverser. Un samedi matin, Omar trouva Lina assise sur les marches de l'atelier, le visage fermé. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle tendit son téléphone. Une vidéo. Un adolescent filmé en train de brûler un des dessins suspendus dans la rue. Il dit que c'est du délire de fragile, qu'on transforme les faibles en héros. Omar regarda sans un mot. « Tu crois que ça veut dire qu'on a échoué ?» demanda-t-elle. « Non, ça veut dire qu'on existe, et que ce qu'on dit dérange. » Ils décidèrent de ne pas répondre par la colère, mais par la création. Une nouvelle exposition fut montée, en une semaine. Titre : Ce que vous appelez faiblesse. Chaque dessin portait un contre-message. Chaque silence devenait un cri contenu. Et au centre, une pancarte faite par Adrien. On n'est pas fragile, on est brut, et les diamants aussi. Ce jour-là, Adrien revint, mais pas en silence. Il entra dans la salle et dit « J'ai écrit quelque chose. » Tous s'arrêtèrent. Il sortit un cahier et lut. Il fut un temps où ma voix n'avait pas d'écho, où mes pensées étaient trop lourdes pour ma bouche. Ici, elles ont trouvé des couleurs. Ici, je suis entier. Omar ferma les yeux. C'était ça, le final. Pas un clap de fin, un battement de cœur. Quelques mois plus tard, le projet devint une fondation, les voix suspendues. Omar céda la coordination à Amel et Lina. Il resta dans l'ombre comme il l'aimait. Un soir, seul dans l'atelier vidé pour l'été, il regarda les murs. Des traces, des mots, des sourires figés sur papier.
Il s'assit, écrivit une dernière phrase et la scotcha sur le mur. Si tu lis ceci, c'est que tu es resté. Et parfois, rester, c'est tout ce qu'il faut pour changer une vie. Puis il éteignit la lumière, ferma la porte. Et dans ce coin tranquille de Paris, un atelier sans enseigne continuait, sans bruit, à sauver le monde. Un trait, un mot, un silence à la fois.